Plus de 70 ans après l'effondrement du Troisième Reich, le passé continue de projeter son ombre sur les descendants de ses principaux responsables. Les petits-enfants des figures clés du régime ont grandi sans connaître le véritable poids de leur nom, entourés de silence ou de récits déformés. Mais tous, tôt ou tard, ont été contraints d'affronter la vérité. Colleen Bettina. Kant avait 16 ans lorsqu'elle découvrit que sa grand-mère était Magda Goebbels, épouse du ministre de la propagande nazie et responsable du meurtre de ses 6 enfants avant de se suicider dans le bunker d'Hitler. Jusque-là, elle vivait comme l'héritière de l'une des plus grandes fortunes industrielles du pays, construite pendant le régime. Cette révélation l'a bouleversée. Elle s'est convertie au judaïsme et a pris ses distances pesari avec son entourage. Rainer Heuss a connu sa rupture à 15 ans. Élevé dans un environnement qui glorifiait son nom de famille, il découvrit que son grand-père, Rudolf Heuss, était le commandant d'Auschwitz, où plus d'1 million de personnes furent assassinées. Il coupa les liens avec sa famille et consacra sa vie à parler publiquement, à visiter des lieux de mémoire et à collaborer avec des survivants. Jennifer Tige, une femme afro-allemande, découvrit son histoire à l'âge de 38 ans en tombant par hasard sur un livre concernant sa mère biologique. Dans ces pages apparaissait le nom de son grand-père, Eamon Goethe, commandant du camp de Plaszow, tristement célèbre pour avoir tiré sur des prisonniers depuis son balcon. En tant que descendante directe d'un criminel nazi et à la fois membre d'une minorité que ce régime aurait persécutée, son identité s'est brisée. Avec le temps, elle choisit de raconter son histoire et de faire de la mémoire un outil de conscience. Bien que leurs chemins aient été différents, tous partent d'une même origine. Ce documentaire retrace la vie de ceux qui ont grandi sans savoir que leur nom était inscrit dans les pages les plus sombres du XXe siècle. Entre 1940 et 1041 et 1943, Rudolf Heuss vécut avec sa femme et ses enfants dans l'enceinte même du complexe d'Auschwitz. Il résidait dans une grande maison de 10 pièces, avec salle de bain, cuisine et 2 domestiques forcés, des prisonniers du camp, témoins de Jéhovah. Pendant que sa famille profitait de repas élaborés, de café et de vin, il dirigeait depuis là le plus grand centre d'extermination du régime nazi. Heuss n'était pas seulement un exécutant discipliné. Il proposa des mesures supplémentaires pour accroître la capacité de mise à mort. Au début de 1942, il fut convoqué à Berlin, où Heinrich Himmler lui confirma qu'Auschwitz deviendrait le centre du génocide des Juifs d'Europe en raison de sa position ferroviaire stratégique et de la construction imminente d'un crématoire capable d'incinérer plus de 1400 corps par jour. Les installations du premier bunker s'avéraient insuffisantes. Sous sa supervision, un second bunker fut aménagé, appelé aussi la Maison Blanche, équipé de 4 chambres à gaz pouvant asphyxier jusqu'à 500 personnes par séance. La phase suivante fut encore plus ambitieuse. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1943, la morgue souterraine du crématoire numéro 2, à Birkenau, fut utilisée pour la première fois comme chambre à gaz. Là, 1492 personnes déportées du ghetto de Cracovie furent assassinées à l'aide de 6 kilos de Zyklon B. Au cours des semaines suivantes, Auschwitz atteignit des chiffres jamais vus. En seulement 2 mois, plus de 320 000 personnes furent tuées. Au plus fort de l'activité, le camp enregistra jusqu'à 10 000 exécutions en une seule journée. Après la guerre, Heuss réussit à s'enfuir sous une fausse identité, mais fut retrouvé par les troupes britanniques en mars 1946. Remis aux autorités polonaises, il fut jugé et condamné à mort. L'exécution eut lieu en avril 1947, par pendaison, à côté du crématoire qu'il avait lui-même supervisé, tout près de la maison où il avait élevé ses enfants. Rainer Heuss avait 15 ans lorsqu'il comprit que son nom de famille cachait une histoire que personne ne lui avait racontée. Lors d'une sortie scolaire au camp de concentration de Dachau, il s'arrêta devant un panneau mentionnant un haut responsable nazi portant son nom. Ce n'était pas un officier quelconque, c'était Rudolf Heuss, son grand-père. Ce moment provoqua une rupture définitive. Peu après, il quitta la maison,
coupa les ponts avec toute sa famille et ne fit jamais marche arrière. Dans l'internat où il étudiait, le jardinier, un survivant de la Shoah, le frappa en apprenant qui était son grand-père. Rainer comprit alors que, pour beaucoup, le nom Heuss ne rappelait pas seulement un passé, mais une hérédité impossible à séparer. « Une fois Heuss, toujours Heuss », lui dirent-ils, et cette phrase resta gravée dans son esprit. Sa famille ne partageait pas son rejet. Au contraire, elle glorifiait la figure du grand-père et accusait les Alliés de l'avoir exécuté. Elle niait l'extermination, affirmait qu'Auschwitz n'était qu'un camp de détention et que les prisonniers y vivaient bien. Sa grand-mère l'appelait le paradis. Son père, convaincu que les Juifs étaient les véritables coupables, tenta de lui inculquer cette idéologie. Sans succès. Pour eux, Rainer devint un traître. Ils l'appelèrent la brebis galeuse. Même des décennies plus tard, certains membres de la famille tenaient encore le même discours. Une tante, interrogée aux États-Unis, lança ironiquement une phrase révélatrice de ce négationnisme. « Comment peut-il y avoir autant de survivants si mon père les a tous tués ?» Rainer grandit dans un pays où, durant son enfance, on évitait de parler du nazisme. Dans les années 70, le passé récent était une présence silencieuse. Personne ne voulait le remuer, mais lui refusait le silence. Il se réfugia dans les archives, fréquenta les bibliothèques, rechercha des documents et des témoignages. Il passa des années à tenter de reconstruire la vérité par lui-même, sans soutien ni guide. Faire face à cet héritage signifiait aussi porter les réactions des autres. Quand il prononçait son nom, cela suscitait souvent la peur ou l'incrédulité, surtout chez les survivants. Mais après le choc initial, beaucoup acceptaient de parler avec lui pendant des heures. Le dialogue, aussi difficile soit-il, devenait nécessaire. Après avoir rompu avec sa famille, Rainer Heuss ne se contenta pas du silence. Il décida d'affronter le poids du passé à la racine. Il visita Auschwitz, le lieu même où son grand-père avait organisé et supervisé la machine d'extermination. Là-bas, entre ruines et mémoires, il fit l'un des gestes les plus difficiles de sa vie. C'est précisément dans cet endroit qu'il rencontra un groupe d'étudiants israéliens. Cette rencontre, reconnaîtra-t-il plus tard, fut l'un des moments les plus intenses qu'il ait vécu. Une jeune fille lui offrit un petit coquillage peint avec une étoile de David bleu. Depuis ce jour, il le porte autour du cou, symbole d'une mémoire qu'il a choisi d'assumer. Sa présence à Auschwitz ne se limite pas aux témoignages. Il accompagne des survivants lors de leur visite dans les anciens camps, facilite leur séjour en Allemagne et collabore à l'organisation d'événements commémoratifs. Lors de l'une de ces visites, il partagea l'espace avec un procureur musulman qui représentait les victimes de la Shoah dans une affaire judiciaire. Pour Rainer, ce geste avait une portée symbolique. Il montrait que les liens entre communautés persécutées ne doivent pas être brisés par les récits de haine. Dans ses interventions publiques, il insiste sur le fait que les crimes du passé ne doivent ni rester impunis, ni être banalisés. Il est convaincu que les signaux d'alerte sont toujours présents. Il rappelle qu'à chaque fois qu'on pointe un groupe à cause de sa couleur de peau, de sa religion ou de son identité, on reproduit un mécanisme déjà connu au siècle dernier. Il cite comme exemple la montée des discours xénophobes en Europe, notamment le cas de Le Pen en France. Il mentionne que sa propre fille est mariée à un musulman, sans dramatiser, comme un fait de la vie. Cependant, son parcours n'a pas été exempt de contradictions. En 2009, il fut critiqué pour avoir proposé des objets ayant appartenu à son grand-père au mémorial de Yad Vashem. Bien qu'il les ait finalement donnés à un institut historique à Munich, cet épisode laissa une ombre que beaucoup n'ont pas oubliée. Lui non plus. Rainer reconnaît que la figure de son grand-père continuera de le hanter. Il alla même jusqu'à chercher un ancien prisonnier polonais qui avait été le barbier de Rudolf Heuss, espérant y trouver un souvenir révélant un peu d'humanité. Après avoir affronté l'héritage d'Auschwitz, le récit se poursuit avec une autre histoire, marquée par une contradiction encore plus visible.
Jennifer Tige, femme afro-allemande, découvrit de manière inattendue que son grand-père maternel fut l'un des criminels les plus cruels du régime nazi. Son histoire, empreinte de silence familial et de violence héritée, l'obligea à confronter un passé aussi douloureux qu'improbable. Amon Goeth arrive à Cracovie en février 1943 avec une mission: construire et diriger un nouveau camp de concentration. Le site choisi fut Płaszów, en périphérie de la ville. Un mois plus tard, Goeth dirigea la liquidation brutale du ghetto de Cracovie. Ceux jugés aptes au travail furent envoyés dans le nouveau camp. Les autres furent tués dans les rues ou déportés à Auschwitz. Peu après, il prit également en charge la destruction du ghetto de Tarnów. Sa présence à Płaszów laissa une empreinte de terreur. Chaque jour, il exécutait des prisonniers sans avertissement. Il tirait depuis la fenêtre de son bureau s'il voyait quelqu'un marcher lentement ou s'arrêter. Il possédait 2 chiens dressés pour déchiqueter les détenus et utilisait n'importe quel prétexte pour punir ou tuer. Un cuisinier fut abattu parce que la soupe était trop chaude. Les servantes assignées à sa maison vivaient dans la peur constante d'être battues ou exécutées. Hélène Jonas et Hélène Hirsch, toutes 2 juives, ont témoigné du climat de terreur permanent, même à l'intérieur de la villa. La colline de Ujowa Gorka, située dans le camp, devint un lieu d'exécution massive. Goeth appliquait des punitions collectives. Si un prisonnier s'échappait, d'autres étaient tués en représailles. Aux yeux des survivants, il incarnait littéralement la mort. Sa cruauté n'était pas seulement le fruit de l'obéissance, mais une pratique quotidienne mêlant pouvoir absolu et sadisme personnel. À la fin de la guerre, il fut capturé par les Alliés et extradé vers la Pologne. En 1946, il comparut devant le tribunal national suprême de Cracovie. Il fut accusé non seulement d'avoir dirigé le camp, mais aussi d'avoir ordonné et exécuté personnellement des meurtres, des mutilations et des tortures. Il fut l'un des premiers criminels de guerre jugés pour assassinat systématique, grâce à des témoignages révélant l'ampleur de ses crimes. Il fut condamné à mort et pendu en septembre de la même année à la prison de Montelupice, non loin de l'endroit où il avait érigé son camp. L'image de Goeth comme symbole du sadisme nazi resta gravée dans la mémoire collective, notamment après avoir été représenté dans le film La liste de Schindler, où sa brutalité fut reconnue internationalement. Jennifer Tige avait 38 ans lorsque le passé familial fit irruption sans prévenir. Dans une bibliothèque de Hambourg, entre les rayonnages qu'elle parcourait souvent, elle saisit un livre au hasard. La couverture rouge attira son attention. Elle le feuilleta sans grandes attentes, jusqu'à ce qu'une photo l'arrête net. Elle reconnut sa mère biologique, et sut à cet instant que ce qu'elle tenait entre les mains n'était pas une simple lecture fortuite. Le livre racontait l'histoire de sa famille, et révélait un nom qu'elle n'avait jamais associé à sa propre vie, Amon Goeth. Le commandant du camp de concentration de Płaszów, son grand-père. Le même homme qu'elle avait vu incarné par Ralph Fiennes dans la liste de Schindler, sans savoir qu'un lien de sang les unissait. Le choc fut immédiat. Jennifer, femme afro-allemande, avait vécu en Israël, appris l'hébreu, tissé des amitiés dans la communauté juive. Découvrir qu'elle était la petite-fille d'un criminel de guerre, connu pour sa cruauté et pour avoir tiré sur des prisonniers depuis le balcon de sa maison, brisa son identité. Pour lui, j'aurais été une honte. Il m'aurait probablement exécuté, dira-t-elle plus tard. Jusque-là, son histoire familiale avait été marquée par l'omission. Sa mère, Monica, l'avait confiée à un hospice quelques mois après sa naissance. À l'âge de 3 ans, Jennifer fut accueillie par une autre famille, qui finit par l'adopter. Elle ne reçut jamais d'informations claires sur ses origines. Elle grandit sans rien savoir de ses grands-parents. De sa grand-mère maternelle, Ruth Irene Calder, elle garde des souvenirs ambigus. Elle fut affectueuse avec elle, mais défendit Goeth jusqu'au bout.
Elle conserva une photo de lui sur sa table de nuit jusqu'à ce qu'elle se donne la mort en 1982. Jennifer se souvient de cette dualité comme d'un conflit qui a marqué son processus de compréhension. Cette découverte divisa sa vie en deux. Non pas par culpabilité, mais à cause du poids d'une vérité longtemps tue. Dès lors, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même changea de perspective. Et elle commença à regarder son histoire autrement, non pour fuir, mais pour comprendre. L'impact émotionnel ne fut pas immédiat. Pendant des jours, Jennifer Teege sentit que quelque chose en elle s'était brisé sans raison apparente. Elle pleurait sans motif, se montrait irritable avec ses enfants, et une sensation constante de vide l'empêchait de se concentrer. Incapable de comprendre ce qui lui arrivait, elle décida d'elle-même d'être admise dans une unité d'urgence psychiatrique. Le diagnostic fut clair. Dépression sévère, aggravée par une double blessure. D'un côté, l'abandon vécu dans l'enfance. De l'autre, la révélation que son grand-père était Amon Goeth. Son thérapeute, touché par la complexité de son histoire, l'accompagna pas à pas. Jennifer trouva refuge dans des gestes simples. Courir seule, se reconnecter à son corps, sentir l'air frais. Chaque routine l'aida à retrouver un équilibre, à séparer son présent d'une histoire qu'elle n'avait pas choisie. Le besoin de rompre le silence la poussa à franchir un cap décisif. À Noël, elle offrit à sa famille adoptive 2 livres, l'un sur sa mère biologique, l'autre sur Goethe. Elle découvrit que ses parents ne savaient rien non plus. Il n'y avait pas eu de dissimulation, seulement de l'ignorance. Cette certitude allégea une partie du fardeau. Pour la première fois, elle comprit que le silence avait aussi été imposé à ceux qui l'entouraient. L'écriture devint alors son refuge. Elle se mit à raconter son histoire sans filtre, affrontant les souvenirs avec honnêteté. Elle comprit que la culpabilité ne lui appartenait pas, mais que la responsabilité de ce qu'elle ferait de cet héritage, oui. Raconter devint un acte de libération. Chaque mot abattait le mur dressé par l'histoire. Aujourd'hui, son identité n'est plus divisée. Elle a décidé que ses enfants grandiraient dans la vérité sans avoir à porter ce qui ne leur appartient pas. Je veux qu'ils aient une bonne estime d'eux-mêmes sans devoir la gagner après des années de thérapie, affirme-t-elle. L'histoire familiale, loin d'être une honte, est devenue un outil de mémoire. Jennifer compare son expérience à un arbre. Les racines ne se choisissent pas, mais elles soutiennent le tronc. Et même si certaines branches sont tordues, cela reste le même arbre. Elle a accepté que toutes les pièces ne s'assemblent pas parfaitement, mais que cela n'empêche pas de vivre avec du sens. Dans ces mots, « J'ai changé, mais je suis toujours moi, et je sais qui je suis ». L'histoire de Jennifer Teege a refermé une plaie avec des mots, mais toutes les familles n'ont pas choisi de briser le silence. Certaines l'ont protégée avec discrétion, même lorsque le nom de famille traînait un fardeau impossible à ignorer. Magda Goebbels était bien plus que l'épouse d'un ministre nazi. Devenue une figure publique du régime, elle participa activement à la construction symbolique de l'idéal arien. En 1931, elle épousa Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, avec Hitler comme témoin. À partir de ce moment, leur foyer devint un centre de réunion du pouvoir national-socialiste. Le Führer lui-même rendait fréquemment visite à la famille et manifestait une affection particulière pour leurs enfants. L'ascension du parti leur apporta des privilèges immédiats. Leur maison fut redessinée par Albert Speer et leur environnement se transforma en vitrine de l'image que le régime souhaitait projeter au monde, celle d'une famille unie, forte, fidèle. Magda, de plus, recevait de la correspondance de femmes allemandes auxquelles elle répondait comme la voix féminine du nouvel ordre. Cependant, derrière cette image idéalisée, le déclin émotionnel devint évident. Pendant la guerre, elle souffrit de plusieurs effondrements nerveux et de périodes d'isolement. Bien qu'en privé elle ait montré de la méfiance envers le discours de Hitler, elle ne s'en éloigna jamais. Au contraire,
elle choisit de rester auprès de son mari jusqu'à la fin. Le suicide de Magda et Joseph Goebbels a laissé derrière lui un héritage brisé, mais aussi un héritage puissant. Leur seul fils survivant, Harald Quandt, était issu d'un mariage précédent et n'était pas présent dans le bunker. Après la guerre, il est devenu l'un des industriels les plus influents de l'Allemagne de l'Ouest. Avec son demi-frère Herbert, il a hérité de l'empire créé par son père, Günther Quandt, dont la fortune a prospéré grâce à sa collaboration étroite avec le régime nazi. Pendant la guerre, les usines de la famille, Quandt produisaient des armes, des batteries, des missiles et des composants pour sous-marins. On y utilisait du travail forcé. Plus de 50 000 personnes, principalement des prisonniers de guerre et des déportés juifs, ont été forcés de travailler dans des conditions extrêmes. Ils ont également bénéficié du pillage systématique d'entreprises juives dont la propriété a été transférée à la famille. Malgré l'ampleur de ces crimes, Günther Quandt est mort en 1954 sans être jugé. La responsabilité n'a jamais atteint les héritiers. Harald Quandt a laissé une fortune considérable à ses filles. Colin, Gabriele, Annette, Katharina et Patricia ont reçu l'héritage commun après le décès de leurs deux parents en 1978. L'héritage comprenait des actions de BMW et d'autres conglomérats industriels. La gestion du capital familial a été consolidée par le biais du holding Harald Quandt, basé à Bad Homburg, à partir duquel les 5 femmes ont géré leurs intérêts commerciaux jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'elles aient maintenu un profil bas, la connexion avec le passé n'a pas disparu. En 2011, sous la pression médiatique, la famille a commandé une étude historique indépendante. Le rapport Scholtisek de plus de 1000 pages a documenté la collaboration directe des Quandt avec le régime nazi. 2 membres du clan, Gabriele et Stefan Quandt, ont publiquement reconnu ces liens. La fortune a été transmise, mais aussi le poids du nom. Le nom Goebbels n'apparaît pas dans les documents, mais il est présent dans l'histoire familiale. Des années après le suicide de Magda, ses petites filles vivent encore avec les conséquences matérielles et symboliques de cette dévotion au régime. Colin Bettina Quandt avait 16 ans lorsqu'elle découvrit la vérité sur sa grand-mère. Chez elle, personne ne lui avait jamais parlé de Magda Goebbels. Cette révélation fut un choc profond. Des années plus tard, dans une décision marquant une rupture définitive avec sa famille, elle se convertit au judaïsme et épousa un homme d'affaires juif, descendant de survivants de la Shoah. Tandis que son entourage choisissait le silence, elle opta pour une identité nouvelle, détachée de l'héritage idéologique reçu. Ses sœurs empruntèrent des chemins différents. Gabriele, l'aînée, s'impliqua un temps dans le militantisme marxiste. Katharina se consacra à l'équitation. Annette fonda une grande famille et Patricia étudia la biologie moléculaire à New York. Aucune n'utilise le nom de Goebbels. Elles n'accordent pas d'interviews ni ne participent à des événements publics. Elles ont choisi un profil discret, à l'abri des regards. Après la mort de leurs parents, les 5 sœurs consolidèrent la gestion de leur capital à travers la holding Harald Quandt. Depuis leur siège à Bad Homburg, elles se réunissent plusieurs fois par an pour coordonner l'administration de leurs actifs. L'histoire familiale, longtemps écrite par des hommes, passa alors entre les mains d'une nouvelle génération féminine. Elles n'ont pas seulement conservé la fortune, elles l'ont aussi fait fructifier. L'accès aux archives privées reste limité. Il n'existe ni biographies autorisées, ni documents personnels accessibles. Le nom de Goebbels n'apparaît pas dans la structure de l'entreprise, mais son ombre est omniprésente. La distance publique contraste avec le poids intime de la mémoire. Lors de rares entretiens, certains membres de la famille ont admis que porter ce nom est un fardeau inévitable. Magda n'est pas un prénom ordinaire. Son rôle de mère symbolique du Reich et sa décision finale dans le bunker ne s'oublient pas. À chaque réunion familiale, à chaque document de succession,
Ce passé reste latent. La fortune demeure intacte, protégée par des structures juridiques et financières solides. Mais parmi celles et ceux qui la gèrent, certains ont choisi d'affronter l'origine de ce capital. Colin, par sa conversion et sa vie éloignée du nom, incarne l'une des rares ruptures visibles dans une famille qui, pour le reste, a préféré administrer le passé dans un silence absolu. Tandis que certaines familles héritent de fortunes entachées par le silence, d'autres vivent avec des noms de famille qui ont marqué l'histoire dans le sang. Après la chute du Troisième Reich, le nom Himmler ne s'est pas dissous dans la défaite. Il est devenu synonyme d'extermination. Catherine Himmler, petite nièce du Reichsführer, n'a pas grandi dans l'opulence, mais sous le poids d'un lignage impossible à ignorer. Heinrich Himmler fut bien plus qu'un haut fonctionnaire nazi. En tant que chef des SS, il construisit l'appareil répressif le plus efficace du régime. En à peine une décennie, il transforma une unité de moins de 300 hommes en une structure paramilitaire d'environ 1 million. Son influence dépassa largement le simple pouvoir policier. À partir de 1943, il dirigea également le ministère de l'Intérieur du Reich, articulant depuis ce poste une administration fondée sur la terreur. Sous son commandement naquirent les escadrons mobiles d'extermination, les Einsatzgruppen, chargés d'exécuter des communautés entières à mesure que l'armée allemande avançait vers l'Est. Il centralisa également le réseau des camps de concentration sous une unité spécialisée des SS. Dachau fut le premier, en 1933. À la fin de 1934, tous les camps étaient sous son contrôle. Himmler ne fut pas seulement un exécutant, il fut l'architecte du génocide. Il supervisa directement l'agrandissement d'Auschwitz, ordonna l'installation de chambres à gaz et encouragea l'usage du Zyklon B comme méthode d'extermination. Sous sa direction, des millions de personnes furent assassinées, juifs, roms, soviétiques, polonais et autres victimes du régime. L'échelle industrielle de l'assassinat n'aurait pas été possible sans son implication systématique. À la fin de la guerre, il tenta de fuir. Il se déguisa, cacha son identité et chercha à négocier avec les Alliés. Il fut capturé par les troupes britanniques. Lors d'un examen médical, il dissimulait une capsule de cyanure entre les dents. Il la croqua avant de parler. Il mourut en quelques secondes. La figure de Himmler resta comme l'un des piliers de l'horreur nazie. Son héritage poursuivit non seulement les victimes, mais aussi sa propre famille. Catherine n'a pas choisi ce nom, mais elle a décidé de ne pas se cacher derrière lui. Catherine Himmler découvrit son lien de parenté avec le Reichsführer des SS pendant un cours d'histoire. Elle avait 15 ans lorsqu'un camarade lui demanda, devant toute la classe, si elle était de la famille de Heinrich Himmler. Lorsqu'elle confirma le lien, un silence gêné s'installa. Personne ne réagit, pas même l'enseignante. Cet épisode marqua son adolescence, non seulement par la honte ressentie, mais surtout par l'omission. Le sujet ne fut plus jamais abordé. Des années plus tard, diplômé en sciences politiques, son père lui demanda d'enquêter sur le passé de son grand-père Ernst. Dans les archives de Koblenz, Catherine découvrit que Heinrich n'avait pas été le seul impliqué dans le nazisme. Ernst et son autre frère, Gebhard, avaient également rejoint les SS. Ils ne furent pas contraints. Ils virent dans ce lien familial une opportunité d'accéder au pouvoir et au prestige au sein du régime. Son enquête révéla des faits concrets. Son grand-père dénonça une connaissance pour ascendance juive, contribuant ainsi à sa persécution. Sa grand-mère, après la guerre, envoya des colis à des nazis condamnés pour crimes contre l'humanité. Rien de cela ne faisait partie du récit familial. Chez elle, Heinrich était perçu comme une figure respectable.
non comme le principal artisan du génocide. Le contraste entre l'histoire officielle et le récit familial devint intenable. Catherine comprit que ce type de déni n'était pas un cas isolé. Dans de nombreuses familles allemandes, l'écart entre ce qui est reconnu publiquement et ce qui se transmet en privé reste immense. La mémoire collective demeure marquée par des mythes hérités, récits de grands-pères prétendument étrangers au régime, de voisins solidaires, de silences qui évitent la vérité. Mariée à un citoyen israélien et mère d'un enfant qui porte les deux mémoires, Catherine a pris un engagement difficile. Avec son fils, elle a opté pour une honnêteté progressive, lui expliquer non seulement ce qui s'est passé, mais aussi le rôle que sa propre famille a joué. Elle sait qu'il n'existe pas de manière simple de transmettre ce fardeau, mais elle comprend que le cacher ne fait que perpétuer le problème. Après avoir confirmé que son grand-père et son grand-oncle avaient participé activement aux SS, Catherine Himmler comprit que le silence familial n'était pas un simple geste de prudence, mais une forme de négation structurelle. L'image transmise durant son enfance, celle d'une famille cultivée et étrangère aux crimes du régime, ne tenait pas face aux documents d'archives. Heinrich Himmler avait conçu l'appareil d'extermination. Ernst, son grand-père, n'avait pas été un spectateur passif, il avait collaboré de l'intérieur du système. Gebhard, l'autre frère, suivit le même chemin. Ce contraste entre la mémoire publique et la narration privée la poussa à mener une enquête systématique. Sa formation en sciences politiques lui donna des outils d'analyse, mais ce fut le besoin personnel qui imprima le rythme de sa recherche. Son objectif n'était ni de réhabiliter, ni d'accuser les morts, mais de déconstruire les récits hérités qui continuaient à empêcher une réelle compréhension du passé. Le résultat fut Les Frères Himmler, une œuvre fondée sur des sources primaires, de la correspondance familiale et des dossiers officiels. À travers ce livre, Catherine ne reconstruisit pas seulement la biographie politique de son entourage, elle exposa aussi les zones grises de l'Allemagne d'après-guerre. Des familles qui reconnaissaient l'Holocauste en public, tout en le relativisant en privé, des générations élevées avec des mythes de résistance fictive, et une société où le rituel de mémoire ne signifiait pas toujours une réelle confrontation avec l'héritage. La publication suscita des réactions immédiates. Une partie de sa famille l'accusa de trahir le nom. Des groupes néo-nazis la menacèrent pour avoir déshonoré la grandeur du national-socialisme. Cependant, elle reçut aussi le soutien de lecteurs qui, comme elle, cherchaient des outils pour interpréter un passé réduit au silence. Aujourd'hui, Catherine participe à des conférences, collabore avec des initiatives de mémoire historique et élève son fils avec une position claire. Il n'y a pas de culpabilité héréditaire, mais il y a une responsabilité face à l'héritage. Son travail établit une distinction fondamentale entre reconnaître le crime comme fait historique et comprendre comment ce crime s'est enraciné dans des structures familiales qui, aujourd'hui encore, résistent à la vérité. Si certains héritiers de l'élite nazie ont grandi dans le silence, Bettina Göring a, elle, grandi avec un nom de famille impossible à fuir. Le nom de son grand-oncle, Hermann Göring, remplissait des pages entières des manuels d'histoire. Pour beaucoup, il incarnait le visage même du pouvoir déchaîné du Troisième Reich. À de combats de la Grande Guerre, héros décoré de la pour le mérite, il fut aussi l'un des architectes les plus influents du régime hitlérien. Göring ne fut pas seulement l'un des premiers à rejoindre le parti nazi, il fonda aussi la Gestapo en 1933, avant de la remettre à Himmler. Son ambition lui permit d'accumuler rapidement du pouvoir. À la tête du plan de 4 ans, il prit le contrôle de vastes secteurs de l'économie,
réorganisa les structures ministérielles et devint l'un des hommes les plus riches du pays. Hitler lui conféra un rang unique, Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, au-dessus de tout autre commandant militaire. En plus de son rôle militaire et politique, il fut l'un des plus grands pilleurs culturels du XXe siècle. Lors de l'occupation de la France, il supervisa personnellement le vol d'œuvres d'art. Les pièces sélectionnées terminaient dans sa résidence de Karinhal, une somptueuse propriété transformée en sanctuaire personnel du pillage. Son nom figure plus de 130 fois dans les archives alliées sur le vol d'art. On estime que sa collection atteignait une valeur supérieure à 200 millions de dollars. En tant que commandant de la Luftwaffe, il mena l'offensive aérienne contre le Royaume-Uni. Mais l'échec de la bataille d'Angleterre affaiblit son influence. Dans les derniers mois du régime, il tenta de se positionner comme successeur, en envoyant un télégramme à Hitler, interprété comme un acte de trahison. Il fut destitué de ses fonctions, capturé par les Alliés et jugé à Nuremberg. Le tribunal le déclara coupable de tous les chefs d'accusation principaux: crimes de guerre, crimes contre l'humanité, conspiration et agression militaire. Condamné à mort, il évita la pendaison en ingérant une capsule de cyanure la veille de son exécution. Malgré son allure théâtrale et son goût pour l'excès, Göring n'était pas un bureaucrate distant. Sa signature figure sur l'ordre qui lança la solution finale. Bettina a grandi en sachant que son nom était lié à l'extermination, et très tôt, sa vie a commencé à tourner autour de cet héritage impossible à effacer. Après avoir grandi sous le poids du nom Göring, Bettina comprit très tôt que son histoire familiale n'était pas seulement une affaire du passé. C'était un conflit permanent entre deux identités, l'héritage nazi de son père et l'environnement pacifiste de sa mère. À 10 ans, quand sa grand-mère paternelle, gravement malade, s'installa chez eux, la tension devint insupportable. Cette femme, proche de Hermann Göring pendant le régime, niait tous les crimes du national-socialisme. Lorsque la télévision diffusa un documentaire sur Auschwitz, la réaction de sa grand-mère ne fut ni la culpabilité ni le deuil. Ce fut le déni. Pour Bettina, c'était insoutenable. Peu de temps après, elle décida de fuir. Elle avait 13 ans. Elle s'enfuit sans plan, seulement animée par le désir de laisser derrière elle le poids d'un nom qu'elle n'avait pas choisi. Pendant des années, elle chercha des chemins alternatifs pour se libérer de ce fardeau. Elle se réfugia dans des communautés, vécut dans des milieux contre-culturels et explora des moyens radicaux de rompre avec tout ce qui lui rappelait son histoire. Elle prit des drogues, connut des relations intenses et instables et évita tout ce qui pouvait l'attacher à ses racines. Une expérience la marqua profondément. Elle eut une brève relation avec un homme plus âgé, d'origine juive. Lorsqu'elle lui révéla son nom, il s'arrêta net et lui montra son avant-bras. Il portait le tatouage d'un camp de concentration. C'était un survivant. Bettina ressentit une culpabilité indescriptible. Mais il ne la rejeta pas. À partir de ce moment, elle comprit que tout ne devait pas se répéter. Dans les années 70, elle vécut dans des espaces où enfants d'Allemands, de Juifs et de Japonais partageaient des expériences marquées par l'après-guerre. Dans certains de ces groupes, des dynamiques extrêmes étaient simulées pour affronter les traumatismes hérités. Bettina se souvient d'un exercice en particulier. Elle devait marcher comme un soldat pendant que les autres l'insultaient avec violence. « J'ai ressenti une culpabilité collective que je ne savais même pas porter en moi », confessa-t-elle.
Sa quête de liberté l'éloigna de tout. Mais même la distance n'empêcha pas les fantômes du passé de la rattraper, à travers des visions inexpliquées et un fardeau étranger qu'elle ne pouvait ignorer. Alors que Bettina Göring renonçait à son nom de famille en quête de rédemption, une autre famille portait un héritage encore plus directement lié à l'extermination. Adolf Eichmann, capturé en Argentine et exécuté à Jérusalem en 1962, n'était pas simplement un bureaucrate de l'horreur. Il fut l'un des principaux organisateurs logistiques de la Shoah. Il commença sa carrière dans les SS, en gérant des dossiers sur les loges maçonniques, mais sa trajectoire prit une tournure décisive lorsqu'il fut transféré au bureau des affaires juives du Sicherheitsdienst. Au milieu des années 30, il coordonna l'expulsion forcée des Juifs par des méthodes administratives mêlant pression économique et menaces directes. Avec l'invasion de l'Union soviétique en 1941, cette politique d'émigration fut remplacée par l'extermination systématique. La conférence de Wannsee, en janvier 1942, scella ce tournant. Eichmann n'y participa pas seulement, il en rédigea le procès-verbal officiel. Sa tâche consistait à calculer les chiffres, concevoir les itinéraires de transport et garantir que les trains circulent sans encombre vers Auschwitz, Sobibor ou Treblinka. Son département centralisait les informations sur les communautés juives en Europe, organisait le pillage des biens et coordonnait chaque déportation massive avec les autorités locales. Son rôle en Hongrie fut le point culminant. En à peine 8 semaines, plus de 400 000 juifs hongrois furent envoyés à la mort. Eichmann supervisa personnellement chaque étape du processus, avec une efficacité qui étonna même ses collègues. Il n'agissait pas seulement par obéissance. Selon des témoins, il aurait affirmé que porter dans sa tombe la responsabilité de millions de morts lui procurait un sentiment pervers de satisfaction. Pour ses fils aînés, cette image ne fut jamais reconnue. Klaus, Horst et Dieter grandirent avec une version différente. Dans des interviews ultérieures, ils défendirent la mémoire de leur père comme celle d'un fonctionnaire qui obéissait aux ordres. À leurs yeux, Adolf Eichmann n'était pas un bourreau, mais une victime de l'histoire. Une vision qui entretint pendant des années la négation de l'horreur au cœur même de la famille. Après l'exécution d'Adolf Eichmann en 1962, sa figure laissa derrière elle un héritage fragmenté. Tandis que ses fils aînés défendèrent sa mémoire avec ferveur idéologique, Vera Eichmann choisit une autre voie, celle du silence. Depuis son arrivée en Argentine et durant les décennies suivantes, elle maintint un récit clos et soigneusement maîtrisé, tant envers ses enfants qu'à l'extérieur. Dans le cercle familial, Adolf n'était pas un criminel de guerre. C'était l'oncle Ricardo, un homme réservé, peu bavard, travailleur. Vera tissa cette fiction avec conviction. Elle ne parla jamais ouvertement du passé de son mari, pas même après sa capture par le Mossad. Son récit ne contenait ni train, ni camp, ni conférence. Seulement l'image d'un homme sévère mais dévoué, auquel on devait respect et compréhension. Pendant des années, ses enfants grandirent dans un monde où la Shoah n'avait ni visage ni contexte. Le nom Eichmann restait caché derrière la façade de l'exil, et les détails du passé étaient remplacés par une normalité imposée. Quand l'identité de leur père fut enfin révélée, la nouvelle ne vint pas de Vera. Ce fut une vérité découverte par d'autres. Ce n'est qu'alors qu'elle admit prudemment que la politique avait compliqué la situation. Dans ce climat de déni passif, les frères aînés trouvèrent des raisons d'idéaliser la figure paternelle. Klaus, Horst et Dieter
influencés par un entourage qui ne remettait jamais en cause l'autorité d'Eichmann, adoptèrent une vision déformée. Ils fondèrent des organisations néo-nazies, promurent des attaques antisémites et tentèrent de réécrire l'histoire depuis l'Argentine, présentant leur père comme un patriote injustement condamné. Vera ne participa pas à ces actions. Mais son omission, son refus d'affronter ce que les archives et les témoignages révélaient, soutint la structure sur laquelle cette vision fut bâtie. Chez elle, le crime fut transformé en absence, la responsabilité en distance émotionnelle. Son silence ne fut pas neutre. Il fut le fondement invisible qui permit à l'héritage d'Eichmann de se perpétuer au sein du foyer, loin de toute relecture critique. Ricardo Eichmann n'avait que 5 ans lorsque son père fut capturé à Buenos Aires. Il ne gardait qu'une image floue de cet homme qui avait un jour disparu sans explication. À la maison, personne ne prononçait son nom, et lorsqu'il posait des questions, sa mère le renvoyait d'un « laisse tomber ». C'est sous le canapé, entre des coupures de journaux dissimulés, qu'il commença à comprendre. Le nom qu'il portait n'était pas un simple détail, c'était un héritage impossible à ignorer. Contrairement à ses frères, Ricardo ne justifia jamais ni ne défendit son père. Il n'essaya pas non plus de l'effacer. Il ne changea pas de nom, non par résignation mais par cohérence. Changer de nom? Pourquoi faire? On ne peut pas fuir devant soi-même ni devant le passé, déclarerait-il des années plus tard. Il comprit très tôt que le silence ne faisait que prolonger la douleur et que connaître la vérité était la seule manière de lui faire face. Il consulta les archives, lut les ordres signés par son père, examina les registres de déportation. Non parce qu'il avait besoin de preuves, mais parce qu'il devait les assumer. Il voulait que personne ne puisse lui dire qu'il ignorait ce que son père avait fait. Ricardo ne s'est jamais considéré comme un expert de la Seconde Guerre mondiale. Il ne souhaitait pas non plus devenir le porte-parole d'une histoire qu'il n'avait pas choisie. Mais il accepta que garder le silence n'était pas une option. Lors d'une conférence à Londres, il serra la main de l'un des agents du Mossad qui avait capturé son père. Il le fit avec calme, sans haine, comme quelqu'un qui choisit de fermer un cercle sans nier l'horreur qui le précède. Il reconnut qu'il aurait été plus facile pour sa famille si Eichmann avait exprimé un quelconque remords. Mais il ne l'a jamais fait, et cela fit une différence essentielle. Ricardo ne s'accrocha pas à des excuses comme celle de obéir aux ordres. Cela lui semblait une façon de penser malade, propre à un système qui avait choisi de continuer à exterminer même quand la guerre était déjà perdue. Ricardo comprit que porter un nom n'impliquait pas de répéter son histoire, mais bien de l'affronter. C'est pourquoi il choisit de ne pas effacer le lien, mais de l'exposer. Il accepta que parler, enquêter et ne pas nier était sa façon de briser l'héritage le plus dangereux, l'indifférence. Et il le fit non pour une rédemption personnelle, mais pour ceux qui viendraient après. Car si lui ose dire « Eichmann était mon père », peut-être que ses enfants n'auront jamais à dire « Eichmann était mon grand-père ». Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré ce qui se passe lorsque le passé ne disparaît pas avec ceux qui en ont été les protagonistes. Ce que nous avons entendu n'est pas l'histoire de coupables, mais celle de ceux qui ont grandi à l'ombre de décisions qui ne leur appartenaient pas. Ils n'ont pas hérité des actes, mais bien de leurs conséquences. Dans chaque cas d'héritier, une constante s'est révélée, l'impact silencieux de la mémoire familiale mal gérée. Niée, idéalisée, cachée, ce sont différentes façons de vivre avec un héritage gênant.
Mais il y a aussi la confrontation, l'investigation ou l'éloignement. Il n'y a pas une seule façon de répondre à une histoire qui n'a pas été choisie, mais il y a une question inévitable. Que faire avec elle? Ces témoignages montrent que le souvenir ne disparaît pas avec le temps. Il se transforme, il se transmet ou il se tait, mais il ne se dissipe pas. Et lorsqu'il n'est pas nommé, il revient d'autres endroits, dans l'identité, l'éducation, les relations avec les autres. Au-delà des noms de famille, ce qui unit tous ses descendants, c'est un point commun. Le dilemme entre la continuité ou la rupture, entre répéter ce qui est hérité ou le redéfinir, et dans cet effort, souvent solitaire, réside peut-être la plus grande valeur de ces histoires, non pas le passé qu'ils traînent, mais la façon dont ils ont choisi de l'affronter.